Le 25 mai 1941, au matin, un avion transatlantique atterrit, comme il est de bon ton d'arriver pour ce genre d'appareil, à l'aéroport de New York. En descendent 2 Britanniques, tout droit arrivés du Portugal. Ils ont déjà l'air fatigués et leurs costumes sont froissés d'avoir été assis aussi longtemps. Si les 2 hommes sont en vadrouille chez les cousins d'en face, ce n'est certainement pas pour aller faire des emplettes. Bien que cela soit tentant, compte tenu des restrictions et des rationnements subis en Grande-Bretagne durant la guerre. Non, le commandeur Fleming et le contre-amiral Godfrey sont venus personnellement aux États-Unis pour continuer leur grand projet d'une grande coopération dans le renseignement, commandité par Winston Churchill lui-même. Il est fondamental pour la Grande-Bretagne que l'approvisionnement de matériel, d'armes et de vivres continue vers l'Europe. De la même manière, l'intervention des Américains dans le conflit mondial pourrait faire renverser la vapeur et serait un véritable miracle. C'est pour cela que toute une stratégie avait été mise en place depuis plusieurs mois déjà. Sur les conseils d'un éminent personnage, le président américain Delano Roosevelt a envoyé à Londres l'un de ses représentants, le général William Donovan, pour faire le point sur toute la situation européenne. Ce dernier était arrivé le 16 juillet 1940 en Angleterre et avait voyagé pendant 2 mois en pays libre à bord d'un avion de la RAF qui lui était spécialement affrété et accompagné de membres du MI6. L'un de ses accompagnateurs n'était autre que Fleming lui-même. Missionné par Godfrey, il devait absolument vendre la nécessité de créer une collaboration de renseignement entre les 2 pays et informer Donovan du projet GoldenEye, le plan britannique imaginé en cas d'invasion allemande en Espagne. Bref, donner des renseignements confidentiels de bonne foi en espérant son rattachement en retour. À présent, c'est à eux de faire le voyage outre-Atlantique. Ils sont aussitôt accueillis par l'éminence qui influença Roosevelt, un homme d'une grande taille, d'une classe et d'un charisme à couper le souffle, William Stevenson. Le personnage est un Canadien de Winnipeg, immigré à Londres depuis la Première Guerre mondiale. Et le moins que l'on puisse dire de lui, c'est qu'il est polyvalent. Pilote de chasse, homme d'affaires richissime, inventeur, militaire, mais surtout maître espion à la solde de Churchill et du roi d'Angleterre. Sur la demande du Premier ministre, il a été nommé à la tête du BSC, le tout nouvel organisme de renseignement canado-britannique en sol américain fondé dès 1940. Son nom de code, l'Intrépide. C'est tout dire du personnage et de sa modestie. Ian Fleming lui-même a écrit un jour « James Bond est une version très romancée d'un véritable espion. La vraie chose est William Stevenson. » Il est à noter également, pour les petites anecdotes amusantes, que le tout premier emploi de Stevenson était télégraphiste, tout comme le fut Blofeld, l'ennemi emblématique de James Bond. Un emploi qui fit comprendre aux 2 personnages le rôle fondamental du renseignement et des communications. En venant personnellement, l'amiral Godfrey, le patron du renseignement britannique naval, souhaite donc, par le biais du BSC, établir une coopération entre les services d'espionnage des 2 pays. Or, à l'époque, les services intérieurs américains étaient la chasse gardée du FBI d'Edgar Hoover, et un service extérieur d'espionnage était quasiment inexistant. De plus, l'ambassadeur américain de Londres, Joseph Kennedy, le père du futur président Kennedy, lui, est totalement pessimiste quant au sort réservé à la Grande-Bretagne.
Les deux Anglais sont d'abord logés dans un gratte-ciel de New York, en face de Central Park, au beau milieu des buildings, de la modernité et de l'opulence. Fleming est sous le charme. S'ouvre devant lui un monde féerique et merveilleux, lui donnant l'impression d'être, en chair et en os, immergé dans la tentaculaire citadelle du film Metropolis de Fritz Lang. On retrouvera alors beaucoup de ses découvertes dans ses romans. Machines à glace, climatisation, ascenseurs vertigineux, les douches chaudes ou froides, et de la nourriture à profusion, alors qu'elle est rationnée ou totalement absente en Angleterre. Ici, dans la grosse pomme, Fleming retrouve deux autres agents du BSC, l'auteur Roald Dahl, travaillant sur la mise en condition de l'opinion publique américaine favorable à l'entrée en guerre, et son meilleur ami, Ivar Bryce. Bryce connaît Fleming depuis l'enfance, depuis qu'il faisait des châteaux de sable sur les plages du Devonshire. Ils ont même été à Eton ensemble. Et il était responsable de la branche sud-américaine ciblée sur les éventuelles menaces nazies du BSC. Mais ce qui intéresse particulièrement Fleming, ce n'est pas la géopolitique sud-américaine. Non. Il est largement plus attiré par la recette des œufs brouillés concoctés par May Maxwell, la cuisinière d'Ivar. Les œufs brouillés, c'est le péché mignon de Yann. Non seulement il fera de May la gouvernante de Bond à Londres, mais en plus, dans la nouvelle 007 in New York, il en expliquera la recette à ses lecteurs. Ceci dit, il y a quand même plus important. Godfrey et Fleming prennent le train pour Washington. Si l'idée du chemin de fer américain a pu inspirer des passages de Goldfinger, où les diamants sont éternels, il est bon de se rappeler que le réseau ferroviaire américain fut en partie réalisé grâce aux investissements d'un certain Robert Fleming, le grand-père paternel de Yann, justement. Un siècle après Robert, le voilà, lui aussi, aux États-Unis, à la recherche d'un partenariat américain et amené à devoir tisser de nouvelles relations d'affaires. Mais Fleming n'est plus à la recherche de s'établir dans la lignée des Fleming, plus après avoir découvert qu'ils avaient tous été déshérités. Ceci dit, il y a encore plus important. Le 6 juin, donc, Hoover, le patron du FBI, reçoit alors l'amiral et son secrétaire pour un entretien qui dure 16 petites minutes et qui se terminera par un refus. Selon Hoover, les États-Unis n'ont pas à recevoir de leçons de la Grande-Bretagne, et il n'apprécie guère, on lui dicte ce qu'il a à faire. Hoover ne veut pas partager son pouvoir politique, tout simplement. En vérité, la guerre d'influence des services américains et de l'administration prime sur le destin de l'Europe. Ils sont, en contrepartie, invités à visiter les locaux du FBI, un maigre lot de consolation. Ce qu'ils feront, mais non sans avoir dans la tête un second plan de secours, en référé au président Roosevelt lui-même. Fleming est d'ailleurs un spécialiste pour court-circuiter les hiérarchies administratives. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas lui qui franchira la limite, mais Godfrey, son patron. Qui a influencé qui, au final ? Le 10 juin, Godfrey arrive alors, par invitation, à un dîner orchestré à la Maison-Blanche. Fleming, lui, n'en fera pas partie. Godfrey rencontrera enfin le président et, après des allocutions protocolaires et le visionnage de plusieurs films documentaires, il pourra lui faire part de son attente de pouvoir créer un département d'espionnage et de renseignement américain indépendant du FBI. En repartant, Godfrey ne saura pas si Roosevelt l'a entendu. 3 semaines plus tard, l'Office Strategic Service,
l'OSS, la future CIA, est créée avec en prime un certain William Donovan à sa tête. Et comme agent de liaison entre les services, un ancien joueur de football professionnel reconverti en avocat et journaliste, Ernest Queno. Queno deviendra par la suite un ami très proche de Bryce et de Fleming. Et, après la guerre, ils se verront très régulièrement. Il participera notamment à l'élaboration du roman Goldfinger, ainsi qu'au projet de film avec ses deux acolytes, Thunderball. Dans Les Diamants sont éternels, Fleming a nommé un chauffeur de taxi Ernie Courreau en son honneur, ainsi qu'il lui offrit une dédicace à Ernest Cuneo, muse. Godfrey rentre au pays, tandis que Fleming reste pendant quelques temps encore aux USA afin de rédiger une sorte de mode d'emploi pour accélérer la mise en route de l'OSS. La notion de chiffrage, de couverture, le rôle des ambassades, bref, le b.a.-ba du parfait James Bond. Les Américains ont-ils lu ce mode d'emploi ? Rien n'est moins sûr. Mais l'important est de rester encore quelques jours entouré de Queno, de Stevenson, de Bryce bien sûr, et de ce Roald Dahl, qui est particulièrement doué pour l'écriture. Et forcément aussi pour May, qui a encore des œufs au frais dans son réfrigérateur.